correspondent à un rêve. Pour le Strasbourgeois, Loïc Blaise, depuis toujours, c'est celui de voler. Le ciel, ça réveillait beaucoup de choses dans mon imaginaire. Et puis un jour, un pilote m'a fait monter dans un petit avion de tourisme. Et j'ai juste pas pu m'arrêter après ce premier vol. À 35 ans, Loïc a gagné tous ses galons de pilote. Pilote de ligne, pilote de voltige, instructeur. Il a aussi piloté le légendaire Catalina, un hydravion militaire américain des années 1930 que l'on retrouvera sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, c'était le sommet de ce que je pouvais atteindre en aéronautique, puisque c'est vraiment ce que je voulais. C'est l'homme et son aventure. Le 3 juillet 2012, la maladie arrête Loïc en plein vol. Il apprend qu'il est atteint de sclérose en plaques et qu'il ne pourra plus piloter. Quand du jour au lendemain, on passe d'une vie de pilote à une vie où on n'a pas le droit de voler, c'est hyper compliqué. Et ça donne le ton de tout ce qu'on va vivre ensuite pendant des années, puisque là, on apprend à mourir en fait. Il doit réinventer sa vie. Un jour, en regardant un film sur l'Arctique, il est frappé par la fragilité de cette région menacée par le réchauffement climatique. Il ressent une étrange similitude avec la maladie qui le ronge. Mais c'est exactement la même chose que ce que je vis moi. Tous les jours, on perd quelque chose et puis on ne le retrouvera pas. Et je me suis dit, si je voulais faire comprendre au monde entier ce que c'était qu'une sclérose en plaques, il fallait aller montrer aux gens l'Arctique. Bien. C'est décidé. Face à cette urgence, il va se battre avec ce qu'il connaît le mieux, un avion. Pendant 2 ans, Loïc mobilise toutes ses forces, rassemble des fonds et monte son projet qu'il baptise Polar Kid, l'enfant polaire, en hommage au Petit Prince de Saint-Exupéry. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on se pose la question chez nous de comment on consomme. C'est en Arctique que se joue l'avenir du monde. Son but ? Voler vers le Grand Nord, sensibiliser les gens aux conséquences du réchauffement climatique et aussi montrer au monde entier que l'on peut résister à la maladie et réaliser ses rêves. Il obtient l'autorisation de voler, mais uniquement accompagné. Il trouve des partenaires pour concevoir un hydravion ultra léger adapté aux conditions de l'Arctique. Pour trouver son copilote, Loïc lance des appels dans le monde entier. Et c'est une légende de l'aérospatiale russe, Valérie Tokarev, qui répond présent. Ensemble, ils vont s'embarquer dans une incroyable aventure, à partir de Samara, au sud de la Russie, des forêts boréales aux plaines de Sibérie, des dachas russes aux icebergs du Grand Nord. Un périple en immersion dans un monde arctique, peuplé d'animaux légendaires, mais surtout habité par des hommes et des femmes dont la chaleur lui insuffle de nouvelles forces et donne un sens inédit à son voyage. À quelques jours du grand départ, Loïc reçoit comme chaque mois ses derniers soins. La sclérose en plaques est une maladie dégénérative particulièrement invalidante. Son traitement vise à en atténuer les symptômes et à ralentir sa progression. Ça peut toucher quasiment n'importe quoi, la vision, l'équilibre, la mobilité. Je croise des gens tétraplégiques nourris par sonde, c'est pas la majorité, mais potentiellement c'est là qu'elle mène cette maladie. Et du coup, c'est en sachant ça qu'il faut se lever tous les matins en se disant j'y vais, je me bagarre quand même. Mais j'ai de nouveau le droit de tenir un manche et ça c'est incroyable. Prochain arrêt, terminal 2, A, B, C, D. Loïc sait que cette épopée vers le Grand Nord n'est pas sans risque, qu'elle va malmener son organisme et le faire souffrir. Mais c'est le prix à payer. La première étape de son voyage l'amène après une dizaine d'heures de vol jusqu'à la petite base aérienne de Samara, à la frontière du Kazakhstan. Là-bas, l'attendent son nouvel avion et son copilote russe. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Comment ça se passe là-bas? Dimitri, c'est le chef ingénieur.
Donc c'est le grand architecte de Polar Kid. C'est lui qui fait l'avion. Et c'est assez marrant, c'est un homme assez rustre. Et en même temps, quand il prend un stylo, un carnet de croquis, il fait des dessins techniques, on dirait Michel-Ange. Tu penses que l'avion sera prêt ce soir pour un essai en vol? Je suis pas tout à fait sûr. Chaque chose en son temps. Ok. On a complètement modifié le design intérieur. Il y a un tout nouveau tableau de bord. Voici la nouvelle dérive allemande. J'adore ce moteur. Et plein d'autres nouveautés. Je m'attendais à trouver mon avion fini et j'ai trouvé un et j'ai trouvé une ossature. Une ossature, c'est terrible. Pendant que l'équipe technique tente de rattraper son retard, Valérie et Loïc traversent les vastes plaines fertiles autour de Samara. La région fut un point de convergence de plusieurs peuples. Le cosmonaute l'emmène sur un site archéologique à la recherche des tumulus érigés par une civilisation datant du néolithique, les Kourganes. L'occasion pour eux d'apprendre à mieux se connaître. Oh là là! La dernière fois que j'ai vu autant de fleurs sauvages, je devais avoir 5 ans. Ils ont beau explorer la prairie en fleurs, aucune trace du passage des Kourganes. Et plus rien? Non, regarde par ici. Ces arbres ne poussent que près de l'eau. Ça voudrait dire qu'il y a plus d'une centaine d'années, il y avait une rivière. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont trouvé des traces des gens qui ont habité les lieux il y a environ 7000 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que des herbes par ici. Eh ben, c'est une bonne chose, c'est intact. Oui, c'est la nature. C'est un peu comme le paradis. Valérie a passé plusieurs mois à la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, il a pris sa retraite de cosmonaute, mais ses voyages hors de l'atmosphère terrestre ont changé son regard sur le monde et sur les hommes. Quand les constructeurs du Polar Kid lui ont parlé du projet, il n'a pas hésité un instant à lui venir en aide. Cette mission répond à la fois à son goût de l'aventure, à sa sensibilité écologique et à sa générosité. Quand vous voyagez autour de la planète, à chaque orbite, vous vous rendez de plus en plus compte que la Terre est tellement belle et tellement chaleureuse. C'est une planète extraordinaire, il n'y en a qu'une dans un univers gigantesque. Votre famille et vos amis vous manquent. Les arbres et les fleurs aussi. Et vous comprenez qu'il faut travailler tous ensemble pour sauver notre planète. Dans l'atelier, les ingénieurs ont mis les bouchées doubles. L'avion n'attend plus que quelques tours de vis pour s'envoler. Enfin. Loïc, ce n'est qu'une étape. Oui, mais c'est Arracho, c'est une étape géniale. Croisons les doigts pour la suite. Quand on est malade et qu'on sait qu'on a un temps compté devant soi, on a envie que chaque minute compte et qu'elle compte vraiment. Et puis on a besoin de donner du sens à son existence pour pouvoir trouver de l'énergie pour avancer tous les jours. Sinon on n'avance pas, on reste couché, on reste dans sa chambre d'hôpital. Et pour moi, c'est pas une option possible, quoi.
Le Polar Kid est prêt à s'envoler. Loïc et Valérie préparent minutieusement leurs bagages pour parer à toutes les éventualités en cas d'atterrissage d'urgence. Il faut surveiller les excédents. Un jeu d'enfant quand on a l'habitude des vols spatiaux. Cet homme-là, il est monté à 60 000 pieds en quelques minutes. Il a vécu sur une station spatiale pendant 6 mois. C'est une chance unique de pouvoir voler avec quelqu'un qui a un parcours comme le sien. Avant le départ, il y a un dernier rituel auquel Valérie ne déroge jamais. C'était assez touchant de rencontrer autre chose que la façade professionnelle, mais vraiment l'homme et puis sa mystique personnelle. Et le fait qu'il la partage avec moi, je trouve que c'était un signe de confiance très chaleureux finalement. Quand tu t'approches de l'icône, tu peux prier pour ta santé. Mais pour la santé de quelqu'un d'autre aussi? Oui, bien sûr. Pour quelqu'un d'autre également. La vie à l'extérieur de l'atmosphère, loin de notre planète, est une vie complètement différente. Et chaque cosmonaute ou astronaute se rend compte à quel point son partenaire et ses collègues sont essentiels pour la survie de tous. On active le plan de vol? Oui. C'est bien d'apprendre le russe. C'est le jour J. Pour Loïc, bien plus qu'un simple vol, c'est l'aboutissement d'un long travail de préparation. VHF, téléphone satellite, on peut voler jusqu'à la Lune. L'aventure peut enfin commencer. Ok, good. Voilà, chaud. Attends. Je pense qu'un homme, c'est quand il est sur sa voie. Et la mienne, c'est celle-là. Quand je regarde par la fenêtre, et c'est tellement beau, et on est en plein soleil, tout va bien. Et puis si on regarde bien, on a l'ombre de l'avion. Et c'est ça, finalement, l'histoire de la vie, je crois. Fuir cette ombre. Loïc et Valérie volent en direction de leur première escale, la ville de Kazan, située à 300 km au nord de Samara. Le Polar Kid est suivi de près par l'avion de l'équipe technique, prête à intervenir en cas de pépin. Vous avez des nouvelles du Polar Kid? On n'a pas encore de nouvelles. On les cherche avec le contrôle aérien. Je crois qu'ils sont en train de traverser la rivière Kama. On a tous un souvenir d'un endroit où on sait que boum, on est chez nous, quoi. Et de passer au-dessus de la couche de cumulus et de revoir cette mer de nuages blancs, putain, qu'est-ce qu'elle m'avait manqué. Ça faisait 6 ans, en fait, que j'étais pas rentré chez moi. Après 2 heures de vol, ils atterrissent à Kazan, dans le bassin de la Volga, en plein pays tatar. Alors qu'ils s'apprêtent à repartir immédiatement après avoir fait le plein d'essence,
Dimitri décèle une avarie dans le moteur de l'avion et Loïc doit prendre une décision. C'est ta mission, Loïc. Tu dois prendre une décision. Je pense que si nous allons au nord maintenant, ce sera juste plus de problèmes. Donc on a deux options. Soit on retourne à Samara, soit on demande à Dimitri, désolé, je suis fatigué, de travailler sur le moteur et ensuite on verra. Au moins on a fait une première étape, c'est déjà pas mal. Honnêtement, entre la maladie en France et... là, je l'ai emmené avec moi, la maladie, hein, je ne l'ai pas laissé là-bas, mais j'ai le cœur qui est beaucoup plus battant, là. Parce que je fais mon métier et que je retrouve une raison d'être, quoi. Loïc décide de poursuivre le voyage. Pendant que Dimitri s'active sur le moteur, ils partent à la découverte d'un des secrets bien gardés de la région, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kazan. D'habitude, tout est gelé. Quand il fait environ moins 10 ou moins 20 degrés, on coupe la glace pour faire un bon trou, et puis on plonge. Tu fais ça? Oui, je le fais. Je le fais chaque année. Bah, je reviendrai au mois de janvier pour voir ça. Les eaux thermales du lac Bleu sont connues pour leurs vertus curatives. La température y est constante, été comme hiver, car il est alimenté par une source souterraine. Selon la légende, chaque immersion fait gagner une année de vie supplémentaire aux baigneurs. Faut-il encore pouvoir supporter une eau qui ne dépasse pas les 4 degrés? Pour découvrir la Russie, avoir Valérie Tokarev comme guide, c'est quand même pas mal. Hein. Il y a à la fois, c'est quelqu'un de très scientifique, et puis en même temps, c'est quelqu'un avec une... il a de l'âme, hein, vraiment. C'est pas uniquement des chiffres et des mathématiques, cet homme-là. C'est quelque chose que je trouve très beau chez lui. Moteur réparé, le Polar Kid s'envole vers Kirov, à quelques 300 km de là. À mesure qu'il poursuit son périple vers le nord, Loïc retrouve un peu plus de confiance dans ses capacités. Mais les avaries se succèdent. Même si Dimitri est constamment au chevet de l'avion, les réparations les retardent chaque jour un peu plus. Beaucoup de facteurs en fait qui influent sur le vol d'un avion, et toi ton boulot c'est un boulot de chef d'orchestre. Un avion qui est bien piloté, on le pilote avec 2 doigts. Et puis c'est de la magie en permanence. Quand j'ai le cœur qui bat un peu parce que ça y est, je suis en l'air et que je serre un virage et que l'horizon passe à la verticale, c'est un truc de... Et je crois que j'ai jamais arrêté de rechercher cette sensation-là. L'hydravion effectue sans encombre son premier amérissage sur un plan d'eau non loin de la ville de Syktyvkar. Loïc et son équipe sont accueillis par quelques amis pilotes venus spécialement pour découvrir le Polar Kid. Une soirée typiquement russe au pied de la datcha dans laquelle ils vont passer la nuit. Spasiba bolshoye, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Les pilotes continuent leur voyage le long de la rivière Pechora, qui traverse le nord du pays avant de se jeter dans la mer de Barents. Loïc est proche du but, mais il sait que le temps lui est compté.
Bientôt 1 mois qu'il est parti, et dans 1 semaine, il devra être de retour en France pour ses soins à l'hôpital. Le plus difficile pour moi, c'est le temps, c'est rester patient, pas perdre ses nerfs, rester calme face au temps qui s'écoule. Et c'est la même chose pour tout le monde, mais je le sais un peu plus irrémédiable que pour d'autres, quoi. Et entre les turbulences, la nuit qui tombe pas à l'heure prévue, c'est vrai que sur les derniers jours, là, ça a été plus difficile quand même. Au réveil, les prévisions météo s'annoncent bien plus désastreuses que prévu. La tempête qui souffle dans le nord de la Russie ne va pas permettre au Polarkid de voler en toute sécurité. La décision s'impose à Loïc, comme à tous les membres de l'équipe. Je m'en fiche. L'ego a rien à voir là-dedans, c'est une question de sécurité. Donc, ça me va. Très bien. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut forcer le destin un peu, hein, si on veut arriver là où on veut aller. Mais il faut pas être idiot non plus. J'avais promis les portes de l'Arctique, j'y suis. C'est déjà pas mal. Son but était de voler au-dessus de l'Arctique, ce monde polaire qui avait redonné sens à sa vie. Face aux éléments, il doit renoncer, épuisé, si près du but. Mais au fond de lui, il sait qu'il n'en a pas fini avec le Grand Nord. Il y avait un appel fort vers les terres du Nord. Et je pense que ça remonte très certainement à l'enfance. Enfin, moi, petit, je lisais L'Appel de la forêt et puis ça me faisait rêver. Il y a quelque chose de mythique là-dedans. Mais je pense que maintenant, il est temps de confronter un peu tout ça un peu plus au réel. Trois mois ont passé, et par le plus curieux détour du destin, Loïc effectue son premier vol au-dessus de l'Arctique, cette fois-ci en passager. Direction Uummannaq, une petite île sur la côte nord-ouest du Groenland. Les enfants du foyer d'Uummannaq ont suivi dans les médias le périple sibérien du Polarkid. Très déçus par l'interruption de son aventure, ils l'ont invité à venir découvrir leur monde polaire. Enfin, quoi. Cette aventure, elle est hyper enthousiasmante parce que finalement, tous les vents sont contraires depuis le début. Et puis, on y arrive. Royaume de l'Arctique, le Groenland est un pays grand comme 5 fois la France et recouvert à 80% par la calotte glaciaire. 55 000 habitants, descendants des peuples inuits, vivent ici dans des conditions polaires selon un mode de vie encore traditionnel. La principale activité reste la chasse et la pêche. Mais aujourd'hui, ils sont parmi les premières victimes du réchauffement climatique qui risque de bouleverser à jamais leur mode de vie. Loïc est partagé entre la nécessité de constater les dégâts engendrés par les changements climatiques et l'envie de découvrir ce pays avec les yeux de l'enfant qui rêvait du Grand Nord. Après 2 jours de voyage, dans 3 avions et un hélicoptère, Loïc arrive enfin dans une contrée glacée, son paradis blanc.
il atterrit à Uummannaq. Le village tire son nom groenlandais de la montagne en forme de cœur qui le domine. Ici cohabitent 2000 âmes et 3000 chiens. Harpon dans une main et téléphone portable dans l'autre, les habitants d'Uummannaq vivent à mi-chemin entre le XXIe siècle et le monde ancien. À peine sorti de l'hélicoptère, Loïc fait ses premiers pas dans l'Arctique, avide de découvrir la vie de la communauté et une nature intacte qui en impose. La sensation qu'on a quand les portes s'ouvrent et qu'on descend à l'aéroport, c'est immense, c'est juste immense. Et ça donne la sensation que notre destin nous appartient. Ouais, c'est ça en fait, cette sensation que notre destin nous appartient. Pour cette première soirée, Anne, la directrice du foyer, a préparé un dîner d'accueil en compagnie des enfants. Au total, une trentaine de jeunes, retirés à des familles violentes ou incapables de s'occuper d'eux, vivent sous la houlette douce mais ferme d'Anne. Et je suis Loïc. Tu veux leur expliquer pourquoi tu es là? Oui, je peux, oui. Donc, je m'appelle Loïc. J'étais pilote professionnel et je pilotais de gros avions. Et je suis tombé malade. Ma maladie s'appelle la sclérose en plaques. Il y a environ 2,5 millions de personnes à travers le monde qui l'ont. À chaque minute qui passe, on perd quelque chose, parce que cette maladie attaque le cerveau, la colonne vertébrale. Et quand je regarde l'Arctique, je vois que chaque jour, c'est la même histoire. On perd quelque chose aussi à cause du réchauffement climatique. Et donc la glace fond, les oiseaux, les poissons et d'autres animaux disparaissent. C'est le même processus. On peut faire face à ça si on décide d'agir. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que vous, c'est votre quotidien ici, mais Uummannaq et les alentours, c'est tellement beau. Ça pourrait donner à n'importe qui une énergie folle et une vraie raison de se réveiller le matin et de continuer à se battre. Donc voilà, moi je crois qu'il est temps qu'on commence à défendre ce monde et c'est tellement beau et tellement riche. Je suis désolée, Loïc, mais il faut ajouter quelque chose. C'est vrai, c'est très joli par ici, mais il y a quelque chose d'encore plus beau. Ce sont les gens. Absolument, je suis désolé. Thank you. Depuis que j'ai arrêté de voler, en fait, ça doit faire 7 ans que je me suis pas réveillé le matin de bonne humeur. Et là, je suis tellement apaisé par cette sensation d'avoir ouvert la cage, en fait. Oh, doudoune! Au programme, une séance d'essayage orchestrée par le jeune Knut, 18 ans, grand spécialiste du traîneau à chiens. Ces vêtements ne font pas simplement partie du folklore. Ils lui permettront d'affronter le froid polaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Tu sais pas? C'est bon. Comme ça? Oui. Ouais, je suis prêt. Ça te va? En fait, il y a quelque chose de magique quand t'enfiles une peau de phoque et de... L'ours polaire. Oh ouais, c'est de l'ours polaire. Quand vous enfilez la peau, vous vous sentez plus fort. Pas toi? Peut-être. Moi aussi. Même si la saison de la banquise n'est pas commencée, Knut tient à faire découvrir à Loïc sa passion et à commencer ses premiers entraînements. D'autant que les chiens sont impatients de se dégourdir les pattes. Donc ça fait 6 mois qu'ils sont restés attachés à un rocher. Eh oui. Ouais, ok, je comprends pourquoi ils sont tellement heureux de sortir maintenant là.
Je suis vraiment heureux de faire ça avec toi. Oui. Knut avait 9 ans quand il est arrivé au foyer d'Umanak. C'est là qu'il a retrouvé confiance dans la vie et dans les hommes, à l'abri de la maltraitance familiale. Ce que je vis là aujourd'hui, ici, c'est une rencontre permanente avec un monde. C'est un univers en soi, vraiment. Moi, j'ai changé de planète, là. Quand je regarde ces enfants-là, ce qu'eux ont réussi à surmonter, comment ils arrivent encore à sourire, à aller de l'avant, je me dis, mais la sclérose en plaques, mais c'est rien, quoi. C'est terrible, hein, une sclérose en plaques. Mais si eux, ils arrivent à surmonter ce qu'ils ont à surmonter tous les jours, moi, je peux juste pas baisser les bras. Avec la colonisation danoise et la christianisation du territoire, la culture inuite avait quasiment disparu du Groenland. Anne fait partie de ceux qui œuvrent à sa renaissance. Elle apprend aux enfants à découvrir la richesse de leurs racines, que ce soit la musique, l'artisanat et les rites chamaniques. José, enfant de la ville, puise dans la mémoire de ses ancêtres sa force et son identité. Ce soir, il raconte à Loïc une histoire de corbeau qui, par amour, entreprend un voyage trop difficile pour lui et se noie dans la mer. Wat is toch, hè? Good. Il y a beaucoup de gens au Groenland qui font la danse au tambour. Est-ce que pour toi c'est une forme de retour aux racines? Ça dépend à qui tu le demandes, mais puisque c'est à moi que tu poses la question, je dirais que j'essaie de le faire de la manière la plus traditionnelle. Oui, ça s'entend, c'est vraiment puissant à travers toi. C'est très bizarre, parce que je suis le premier batteur de ma famille, mais c'est comme si je connaissais le tambour depuis toujours. C'est difficile d'être dans cet environnement-là sans ressentir le souffle mystique de ces terres-là. Et ça fait tellement de bien de pouvoir revenir à quelque chose de profondément instinctif et intuitif, à la façon dont on existe au monde. Malgré des températures qui avoisinent les -20 degrés, Knut et quelques chasseurs du cru entraînent Loïc à une chasse aux phoques.
Tu peux lui dire, Comment? au cas où il a froid? Loïc, si tu as vraiment froid, il faut mettre plus de vêtements. Merci, je pense que ça ira bien comme ça. I have traveled to the future, and I like what I saw. I saw the mountains and the rivers and the beauty of us all. 'Cause if we want to break free, we can. La chasse aux phoques reste un élément central de la vie des habitants de la baie d'Umanak. C'est grâce à cet animal, utilisé pour sa viande, sa peau et sa graisse, que le peuple inuit a survécu aux conditions inhospitalières de l'Arctique. Praise the moon, the mountains and the sun. Tout le monde se bat pour la vie ici. Les oiseaux, les chiens, tout le monde. Hein. En fait, c'est une leçon puisque on se découvre en permanence et on se sent sur un pied d'égalité. Et moi, je me sens pas handicapé. Je me sens mis à l'épreuve comme tout le monde. Et puis j'aime bien aussi avoir tellement froid au droit que j'ai plus mal à la jambe. La nature est puissante. Elle est extrêmement puissante et elle te rend fort. J'ai l'impression en fait de naviguer dans une espèce d'immense monument aux disparus. Tu te sens au départ seul et puis petit à petit, c'est comme si l'âme faisait appel un petit peu à tout ce qu'elle a aimé dans sa vie pour venir se réchauffer à ce moment-là. Pas de phoques en vue aujourd'hui. Knut décide quand même de tester son fusil. Il avait 9 ans quand il a chassé son premier phoque. C'est un des piliers de la culture groenlandaise et un rite de passage de l'enfance à l'adolescence. Aujourd'hui, les fusils ont remplacé le harpon, mais la passion reste la même. Non. Déchargé. Merci, merci. Heureusement qu'il n'y avait pas de phoques à chasser. Au milieu du brouillard, surgit de nulle part, apparaît le plus respecté des chasseurs du fjord, Unartok. Loïc. Hé, papy! Le papy! Venez manger un bout chez moi. Pourquoi pas? Allez, c'est la fête. Unartok pratique l'hospitalité chère aux Inuits. Il invite Loïc et ses compagnons dans son village de 200 âmes qui a conservé son mode de vie traditionnel. La pêche et la chasse restent les activités essentielles d'une communauté où le partage est une philosophie. Chavik. Couteau. Voilà. Chavik. 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 Le couteau, c'est l'outil le plus important dans cette maison.
Qu'est-ce que c'est? De la baleine. De la baleine, vraiment? La chasse à la baleine traditionnelle est encore pratiquée au Groenland. Et c'est toujours une prise de choix, car elle peut nourrir tout un village pendant de longues semaines. C'est toi qui l'as pêché? Oui, c'est moi. Pas loin d'ici. C'est surprenant comme goût, en fait. Ça a un goût de viande et de poisson en même temps. C'est délicieux, hein? Ici, il y a de la vie. Et de la vie réellement, quoi. Et tout le monde se marre tout le temps. Et ça veut pas dire qu'on prend pas les choses au sérieux, bien au contraire. Il n'y a pas d'arbres, donc pas de bois, donc pas de feu. Du coup, le feu, ici, il est à l'intérieur des gens, quoi. Et ça, c'est assez contagieux, en fait. Le lendemain, l'Arctique décide de montrer son vrai visage. Alors que les chiens groenlandais, ces descendants du loup, restent imperturbables face aux intempéries, les habitants du village se sont réfugiés dans leur maison. L'essentiel de ce qui se passe ici, c'est juste que ça dépoussière, en fait. Et on se retrouve seul face à soi-même, avec du temps pour s'écouter penser, pour sentir surtout. Au début, c'est angoissant parce que la première chose qui nous vient à l'esprit quand on se retrouve démuni de distraction, on va dire, c'est « aïe, j'ai mal ». Ou alors « ah, tiens, j'ai peur ». Dès qu'on est dehors, aux prises avec les éléments, c'est vrai que c'est une terre qui est dure. Et il suffit de voir les gens qui vivent ici, en fait, tout se fait à l'économie. Chaque petite parcelle d'énergie est hyper précieuse. Mais moi, avec la maladie, j'ai l'habitude de ça, de mesurer mes gestes et de ne pas faire de gestes inutiles parce que je me fatigue pour rien. Et donc oui, l'environnement est difficile, mais tout va à l'essentiel, en fait. Et ça, c'est tellement reposant, en fait. Moi, j'ai l'impression de faire de l'avion chaque fois que je marche dehors ici. Les choses sont simples, si tu fais ce qu'il faut, tu es en équilibre et tu restes en vie. Ce soir, Loïc est invité à une cérémonie dont il ignore l'objet. Nous savons tous que c'est impossible de rendre la vie comme elle l'était auparavant. Surtout pour nos chers du village de Nunatsiaq. Je voudrais maintenant prendre un moment pour m'adresser à nos chers concitoyens de Illossut et de Nunatsiaq. Je sais qu'il vous manque des proches, que nous ne reverrons plus jamais. Et nous ne pourrons jamais vous rendre la communauté sûre et confortable que représentait notre village. Tous sont venus pleurer leur mort, emportés par le tsunami qui a frappé la côte un an auparavant. La fonte du permafrost a entraîné un gigantesque glissement de terrain. Des pans de montagne sont tombés dans la mer, créant une vague dévastatrice. 4 personnes sont mortes dans la catastrophe et 100 personnes ont dû quitter leur village réduit à néant.
Ces réfugiés climatiques ne sont ni les premiers ni les derniers d'un monde arctique confronté à sa disparition annoncée. Je crois sincèrement que même si nous vivons des moments très sombres, en tant que communauté et en tant que peuple, nous retrouverons ensemble un chemin vers la lumière. Et chacun de vous retrouverez cette lumière aussi. Merci. On fait quoi quand son monde s'écroule? Moi, je suis bien placé pour savoir ce que c'est que de vivre dans un monde qui s'écroule. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui viendra après. C'est même pas qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants maintenant. Aujourd'hui, c'est mais qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce qu'on leur propose un monde stérile avec des océans vides? Ou est-ce qu'on se bagarre pour que le vivant reste la priorité numéro 1 de cette planète? Pour Loïc, le contact avec les enfants du foyer qui ont su reprendre confiance dans la vie malgré les drames qu'ils ont traversés fait écho à sa propre expérience. Comme s'ils avaient deviné son cheminement intérieur, ils lui ont préparé une surprise. Un clin d'œil à son passé de pilote et à sa passion pour Antoine de Saint-Exupéry. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. Je comprends pas comment ils font ces gamins pour donner autant d'amour. Parce que c'est pas ce que la vie leur a donné en premier. Finalement, on peut oublier toutes les histoires de glace, de survie, de machin, une vraie belle histoire de survie ici, mais c'est ces enfants-là. Ils sont sublimes. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Ce qui me frappe le plus au Groenland, c'est que pour la première fois depuis des années, j'entends le silence partout. Dans la mer, dans la nature, même ici, dans le foyer d'enfants, tu t'écoutes et... Ici, on est dans un monde qui change à vitesse grand V. Les gens s'adaptent et puis ils continuent à aller de l'avant. Ils sont là au jour le jour, ils avancent, ils sourient, ils sont généreux de leurs émotions. Moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des câlins comme ça. Oh, Brodouille, le pauvre chien, il va être affamé ce soir. Je raconte souvent, quand je parle avec d'autres malades, à quel point, quand on est en situation de survie, on se révèle. C'est-à-dire qu'on trouve en soi des forces qui sont insoupçonnées, dont on ne savait pas qu'elles étaient là. Et malgré les difficultés, on reste vivant, même si on marche moins bien, même si on est en fauteuil, même si... La leçon de cet endroit, c'est la plus précieuse, c'est peut-être ça, quoi. Parce que le vivant ici, c'est absolument sacré. Après 2 semaines passées à Uummannaq, c'est l'heure de dire au revoir aux enfants et à cette communauté qui l'a accueilli à bras ouverts. Loïc était venu chercher l'aventure dans l'Arctique. Il a trouvé bien plus. Une communauté de destin, la fraternité, le sens de l'humilité face à la toute-puissance de la nature. L'Arctique, c'est l'accomplissement d'un chemin. Et c'est 10 000 fois au-dessus de ce que j'aurais pu en attendre. Quand tu te balades, tu sens un feu intérieur réellement, quoi.
quelque chose de guerrier qui pousse en toi, où tu te dis qu'il n'y a plus de limite à ce que tu peux accomplir.